les limites de la réduction des nitrites et du sel dans les charcuteries salaisons dans un contexte actuel de Clean Label. Alors, un peu d'histoire. Les charcuteries, comme les fromages, sont des produits de transformation, par opposition aux produits d'assemblage, comme les biscuits, les sodas, les confiseries ou les céréales. Ainsi, la viande de porc, qui est particulièrement apte à cette transformation, grâce à son pH relativement acide et à sa stabilité microbiologique, est un produit facilement et largement transformé. Autrefois, le cochon était tué et sa transformation commençait toujours par le salage des viandes. Venait ensuite une des principales technologies de conservation, soit la cuisson dans le nord de l'Europe, soit le séchage dans les territoires du sud, et en particulier dans les vallées ventées, qui permettaient le séchage. Si vous pouviez couper les micros, s'il vous plaît. Le fumage était parfois un complément, en particulier dans l'Est, où le bois était abondant. Le salage a toujours été une opération très délicate. Il était traditionnellement réalisé par un maître saleur qui composait le précieux mélange et qui était établi à l'époque par empirisme. Il était composé de sel, de salpêtre, qui est autre que du nitrate, et du sucre. Une fois le maître saleur ayant officié, c'est le charcutier qui réalisait la cuisson. Ah, comment ça se fait? Voilà. C'est le charcutier qui réalisait la cuisson. Charcutier est devenu ensuite charcutier. Le séchage, lui, était réalisé par le salaisonnier. Comme les fromages, les charcuteries sont une part importante de notre patrimoine gastronomique et culinaire. Alors, les charcuteries d'aujourd'hui sont moins salées qu'à l'époque. Hein. On a moins besoin aujourd'hui de la capacité de conservation du sel. Donc, en 2003, on a réalisé toute une série de mesures statistiques pour regarder quelle était la quantité en sel de nos produits. Et en 2012, on a réitéré cette mesure de façon à regarder l'amélioration qui avait eu lieu du côté des professionnels de la charcuterie salaison. En effet, la FICT et ses adhérents avaient signé une charte nutritionnelle avec le ministère de la Santé pour baisser collectivement les taux de sel. Et on voit qu'entre 2003 et 2012, les charcutiers ont réussi à répondre à leur engagement et à baisser le taux de sel. Alors, les fonctionnalités du sel sont mieux connues aujourd'hui. Le sel augmente la pression osmotique du milieu et immobilise des molécules d'eau. Il agit ainsi sur la flore microbienne, bloque le développement bactérien d'altération, les pseudomonas en particulier ou la flore lactique. Et il réduit aussi le développement des flores pathogènes, salmonelle ou listeria. Il favorise une flore de conservation et aromatique qui résiste, elle, mieux au sel, parce qu'elle était sélectionnée pour ça. Une bonne conservation du sel est complétée par des conservateurs, le nitrite ou le salpêtre, la cuisson, le fumage et le séchage, qui permet de réduire la W sans ajouter de sel. Alors, la molécule de sel, NaCl, pourquoi arrive-t-elle à conserver? Parce qu'elle arrive à capter, à immobiliser des molécules d'eau, et vous voyez une molécule de sodium en particulier, qui est une petite molécule chargée, arrive à elle seule à immobiliser 6 molécules d'H2O. C'est un des moyens de conserver, de stabiliser les produits de charcuterie. Alors, lorsque l'on analyse de manière plus fine les produits de charcuterie salée, on a découvert, grâce à la science, que d'autres fonctions dans les produits transformés sont de l'origine du sel. Vous voyez, en haut, on a deux images entre une viande, où on voit la structure des fibres, et une viande salée,
dans lesquels les fibres ont perdu leur structure, les fibres ont été solubilisées par le sel et les molécules d'eau. Le sel a permis de solubiliser les protéines. Ainsi, on observe qu'une modification de ces fibres musculaires, on voit en dessous, là, les molécules d'eau se sont glissées entre les fibres musculaires, et ainsi, le changement de texture, mais la viande se transforme en salaison, elle devient plus tendre, plus fondante, plus facile à mastiquer, et sans doute aussi plus facilement digestible, car les protéines sont hydratées. Alors, il faut que je arrête un instant, je vais faire une petite opération parce que ça va un peu trop vite. Alors, les fonctionnalités du sel sont mieux connues aujourd'hui. Le sel agit sur l'organoleptique des produits, sur la texture, on l'a vu, par la solubilisation des protéines de la viande, ce qui leur attribue une capacité de rétention d'eau, une tendreté et une fondance. Sur le goût, le sel est exhausteur de goût. Il agit sur la maturation enzymatique naturelle de la viande et permettant ainsi le développement des arômes. Et enfin, sur l'aspect, le sel ralentit l'hydrolyse des protéines. Et on observe quand on baisse la quantité de sel dans les produits de salaison, lorsqu'on a une hydrolyse trop rapide, on apparaît un voile de tyrosine sur les produits, comme sur la photo ci-dessous. Donc, vous voyez, le sel a un grand nombre d'actions sur l'organoleptique. Alors, la connaissance a progressé, et on voit que selon le type de produit, les pièces crues ou les pièces séchées, les pièces cuites ou les produits hachés, le sel joue toute une série de fonctions dans les produits. Pouvoir de rétention d'eau, on l'a vu, liaison, émulsification, gélification, saveur et durée de vie microbiologique. Donc, de par ses propriétés, le sel est très important dans les produits charcuterie. Et avant de le diminuer, il est fondamental de vérifier que les produits avec des taux réduits de sel gardent leur qualité à la fois sensorielle et à la fois microbiologique. Alors, le sel n'agit pas seul dans les charcuteries salaisons, il agit très, très souvent avec un autre conservateur qui est le nitrite. Le nitrite est un composé. Alors, le nitrite a un nom chimique, mais ce n'est pas un produit chimique, il n'est pas issu de la chimie. Le nitrite est issu du nitrate, qui est un sel abondant dans la nature. Et donc, les fonctions du nitrite dans les charcuteries sont multiples. Donc, le nitrite est un élément très réactif, puisque c'est une espèce de l'azote qui peut se changer son état d'oxydation selon l'état du milieu. Il peut s'oxyder ou se réduire. Le nitrate, c'est l'espèce le plus oxydée du nitrite. Pardon, Jules, tu peux mettre en diaporama? Oui, mais après, le problème, c'est que ça avance tout seul. Alors, attends. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Non, voilà. On va essayer comme ça. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Donc oui, je reprends. Donc, pour bien comprendre les fonctions du nitrite, il faut savoir que le nitrite ajouté dans la viande se décompose selon l'acidité et le niveau d'oxydation des viandes. Il se décompose sous de multiples formes. Il passe ainsi du nitrate au salpêtre jusqu'au NH3 en passant par de multiples espèces chimiques. Dans la viande, les formes d'azote s'équilibrent toujours selon le pH et le niveau d'oxydation des viandes, qui dépendent tous les deux de la qualité de la viande et de la formulation. Patrick Chevillon, ce matin, vous a décrit le lien entre la qualité de la viande et le pH. Eh bien, ce pH a une fonction également lorsqu'on fait des salaisons.
Il n'y a pas de lien direct entre le nitrite ajouté et le nitrite résiduel. Bon, l'IFIP le dit, mais l'EFSA aussi le dit. Hein. Donc la disparition du nitrite dans une matrice charcutière est influencée par le pH, la température et le traitement thermique. Comme vous voyez, qu'on ajoute 30 ou 100 ppm de nitrite là, sur l'exemple qui a été présenté, au bout de quelques jours, on obtient la même quantité de nitrite résiduel dans le produit. Hein. Le nitrite se dissout, s'accroche à différentes espèces chimiques, et il est important de connaître le nitrite ajouté et non pas le nitrite résiduel. La fonction du nitrite est également liée à la quantité de nitrite ajouté et non pas à la quantité de nitrite résiduel. Alors le nitrite se fixe sur le fer iminique. Toutes les fonctions du nitrite s'expliquent par sa capacité à se fixer sur le fer de l'hémoglobine. L'hémoglobine est la molécule transporteuse d'oxygène dans notre sang et dans nos muscles. Elle possède un M en son sein. Cet M a un atome de fer dans son cœur. On voit là la molécule l'M, la myoglobine, hein, et l'M au cœur. Dans une charcuterie bien préparée, le nitrite ajouté se transforme en NO, et le NO va se fixer sur l'M, le fer de l'M, pour former le fer nitrosylé. Le fer nitrosylé est donc la forme du pigment héminique nitrosylé. Il peut entrer ensuite, il évite ensuite le nitrite au fer de rentrer dans des réactions d'oxydation. Et ce lien entre nitrite et fer explique un grand nombre de fonctionnalités du nitrite, puisque en bloquant le fer, il bloque l'oxydation, il maintient ainsi la couleur et il maintient ainsi le goût. Pour la couleur, les charcuteries cuites sont des charcuteries qui ont une couleur rose caractéristique lorsqu'elles sont associées à du nitrite. Le fer nitrosylé est caractéristique des charcuteries. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le NO, en se fixant sur le fer, réduit l'oxydation de la matrice et protège la couleur et l'arôme. Mais aussi, ce qui est très important, évite l'apparition de radicaux libres et d'aldéhydes indésirables issus de l'oxydation des lipides. La couleur du jambon frais, vous voyez, sur une grille colorimétrique, la couleur d'un jambon cuit sans nitrite, un jambon gris, hein, ou un rôti cuit, qui est marron, parce que le fer est sous forme Fe3+, oxydé, ou un jambon cuit nitrité, qui a la couleur rose bien connue. Quel est le taux nécessaire pour permettre de stopper l'oxydation et d'obtenir une couleur adéquate? Alors, nous avons, Jean-Luc Martin, dans une étude pour les artisans, a testé différentes modalités d'incorporation de nitrite et d'ascorbate dans des charcuteries modèles et regardé la couleur et la stabilité de cette couleur. On a testé 0, 30 ou 60 mg kg avec ou sans ascorbate, conditionné sous vide ou non. Le nitrite est efficace à T0 dès 30 ppm, hein, sans ascorbate. Pour la conservation, la couleur, jusqu'à DLC, il est nécessaire d'avoir au moins 60 ppm avec de l'ascorbate, qui est la modalité donc la plus favorable. Donc, ça nous montre, grâce à ces connaissances, bon, c'est pas les seuls, hein, on a de nombreuses études qui confirment hein, que pour cette fonctionnalité de couleur, dès lors qu'on renforce avec de l'ascorbate et qu'on protège l'oxydation, une teneur entre 40 et 60 ppm de nitrite sont suffisantes si la viande est conservée, est traitée avec une bonne maîtrise de l'oxydation et suffisante pour apporter une couleur satisfaisante. Alors, dans les produits secs, on ajoute le nitrite souvent sous forme de nitrate ou de salpêtre. Le nitrate joue le rôle de réserve de nitrite dans les salaisons. Durant la fabrication longue, le nitrate se transforme en nitrite puis en NO qui se fixe de la même façon sur le fer. En se fixant sur le fer, il stabilise la couleur et limite l'oxydation. Mais il existe des jambons secs
non nitratés. Ces produits sont toujours fabriqués en plus de 12 mois. Et effectivement, il n'y a pas de fer nitrosylé. Le nitrite, le NO, est remplacé par le zinc au cœur de l'hème et forme le pigment qui s'appelle le protoporphyrine. Ce pigment est sensible à la température et apporte une couleur rouge foncé au jambon sec sans nitrate. Par exemple, le jambon de Parme est fabriqué sans nitrate. Nitrite et arôme. Une étude et une thèse réalisée avec l'INRA de Capa en 2014 nous a permis de mieux comprendre comment le nitrite joue sur l'arôme des charcuteries salaisons. Encore une fois, c'est le nitrite via le NO qui protège de l'oxydation les molécules aromatiques typiques des charcuteries. Les molécules, il existe 3 molécules typiques du goût de charcuterie. Ce sont des molécules soufrées, que j'appelle ici M1, M2, M3, qui se forment naturellement dans les charcuteries, lorsqu'on les traite en salaison et lorsqu'on les cuit. Sans nitrite, il y a l'apparition de composés d'oxydation qui viennent cacher le goût et l'odeur de ces 3 molécules. Et donc, on a l'impression que le produit est oxydé. Effectivement, il est oxydé par ces composés d'oxydation. Donc, grâce au nitrite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le nitrite empêche l'apparition de ces composés d'oxydation et donc protège les arômes M1, M2, M3. On a étudié dans cette thèse la possibilité de remplacer le nitrite par des antioxydants autres. Et effectivement, il a été possible de recomposer 80% de l'arôme des charcuteries sans nitrite, par un mix de différents antioxydants complémentaires. Par contre, à aucun moment on a obtenu la même couleur. Et enfin, et surtout, les nitrites sont un conservateur, un inhibiteur microbien. Le nitrite est d'ailleurs classé comme conservateur dans la réglementation. Il est démontré depuis longtemps et réaffirmé encore récemment par les instances sanitaires et l'IFIP que le nitrite bloque la germination des spores de Clostridium botulinum, mais aussi de Perfringens et de Cereus. Donc c'est un conservateur très efficace, même à des petits dosages. Il ralentit également la croissance des entérobactéries, dont Salmonelle, dans les produits secs. Et sur l'Listeria, il ne modifie pas la vitesse de croissance dans les charcuteries qu'on a étudiées. Par contre, il augmente le temps de latence. Le seuil d'inhibition de Clostridium botulinum par le nitrite, exprimé par l'EFSA en 2003, est de 50 à 100 mg/kg dans la plupart des produits carnés. Pour des produits très riches en fer, à longue durée de conservation hors froid, l'EFSA recommande 100 à 150 mg/kg. Suite aux études que nous, l'IFIP, nous avons menées avec l'Université de Liège depuis 2013, nous avons pu étudier le comportement du Clostridium botulinum à des quantités, à des dosages de sel et de nitrite variables. Nous pouvons aujourd'hui dire que la réduction des nitrites à 80 ppm, combinée à un ajout de sel, même en sel réduit, est sécuritaire vis-à-vis de la croissance du Clostridium botulinum. Si on regarde comment on peut faire varier le sel dans une charcuterie nitritée et quelle est l'évolution en termes de stabilité microbienne par rapport à Clostridium botulinum. Vous voyez dans le tableau supérieur, si on fixe le pH à 6,2, la température à 8 degrés, et qu'on fait varier le nitrite en haut et le sel verticalement, à 2% de sel, les produits sont stables vis-à-vis du Clostridium botulinum, même sans nitrite. Quand on baisse le sel, nous avons besoin d'une certaine quantité de nitrite pour obtenir la même stabilité. Par exemple, taux de sel réduit à 1,4, on a besoin d'au moins 60 ppm de nitrite pour assurer une conservation et une sécurité par rapport au Clostridium botulinum. Sur le tableau ci-dessous, on a fixé le sel à 1,6 et on fait varier les températures. Vous voyez que lorsqu'on est à 4 degrés, le produit est tout à fait stable. À 6 également. Par contre,
à 8 degrés, ce qui peut arriver, eh bien, le nitrite est utile à 40 ppm et à 10 degrés, on a besoin de 80 ppm pour garantir une stabilité. Ainsi, on voit que ce n'est pas ni le sel seul, ni le nitrite seul qui agissent, mais c'est toute une série de paramètres qui permettent de protéger les produits de charcuterie. Alors, ces résultats ont été obtenus par des résultats d'études qu'on a faites avec l'Université de Liège, mais aussi par l'utilisation d'un modèle de prédiction du Danit Myth Research Institute. Alors, le botulisme existe toujours. Vous voyez, entre 2013 et 2016, il y a eu un certain nombre de foyers qui ont été identifiés, et de cas, un nombre de foyers et de cas. Donc, c'est très rare en France, mais ça existe toujours. Et on voit que dans ces cas, beaucoup de produits sont des produits de charcuterie sèche ou cuite. Vous voyez, la liste des produits concernés est en dessous, et on voit que les jambons ou la terrine ou le chorizo ont été victimes de ces contaminations. Donc, le botulisme n'a pas disparu. Et probablement que la présence importante de nitrite dans les produits d'aujourd'hui permet de maîtriser son apparition. Alors, dans une étude qui a été faite par l'IFIP également, on voit l'effet du nitrite et du sel sur la latence de Listeria monocytogenes. Alors, à 15 grammes de sel kilo avec 0 nitrite, on a besoin de 6 jours de latence. Et lorsqu'on met 120 ppm, Listeria monte à 8 jours de latence. C'est une augmentation assez limitée, mais enfin quand même, ça permet de ralentir l'apparition, la croissance de Listeria. Lorsqu'on met 20 grammes kilo de sel, vous voyez, on arrive avec 120 ppm de nitrite à ralentir nettement la croissance de Listeria par une latence à 12 jours. Donc, c'est quand même utile pour ralentir le risque de Listeria dans les produits type jambon cuit qui contiennent des nitrites. Sur les salmonelles, le nitrite agit lors de la phase chaude. Vous voyez, si on a une petite contamination salmonelle, avec du nitrite, cette contamination se maintient à peu près. Sans nitrite, on a une croissance pendant la phase chaude. Voilà comment le nitrite agit sur salmonelle dans les salaisons. On voit que ce n'est pas les mêmes façons d'agir que sur les charcuteries. Pour conclure, l'EFSA recommande donc d'utiliser le nitrite pour garantir aux produits carnés une protection contre Clostridium botulinum et contre Listeria. L'EFSA a renouvelé en 2017 son autorisation à utiliser le nitrite dans les produits carnés transformés au même dosage que précédemment. 50 à 100 mg kg de nitrite sont suffisants pour la plupart des produits carnés. À partir de là, toute entreprise ou artisan charcutier qui supprime le nitrite devra démontrer au service vétérinaire que les mesures de substitution du nitrite assurent au produit la même sécurité pour le consommateur, que ce soit une augmentation du sel, une baisse de la durée de vie, un emballage différent, etc. En cas d'accident et de victime, l'entreprise devra se justifier devant un juge qui prendra assurément en considération l'avis de l'EFSA. Pour conclure enfin, les charcuteries sont des produits de tradition nés de la nécessité impérieuse pour l'homme de conserver les viandes. Le sel et le salpêtre sont deux ingrédients précieux qui ont aidé l'homme de l'art à protéger ses produits des risques microbiologiques et de l'altération de l'oxydation, visible par la couleur et le goût des charcuteries. Divers moyens de conservation modernes et de bonnes pratiques professionnelles ont permis de réduire sensiblement le taux de sel et de nitrite utilisés, tout en améliorant la sécurité des produits. Cependant, certains leaders d'opinion, peu qualifiés dans le domaine, exigent de supprimer les additifs, et en particulier le nitrite. Les professionnels se retrouvent coincés entre des recommandations des agences sanitaires d'un côté et les invectives médiatiques de l'autre. Les solutions apparaissent sur le marché aujourd'hui, mais toute suppression de nitrite ou baisse de sel doit se faire avec précaution, tant les risques microbiologiques et d'oxydation sont grands sur nos produits.